Coucou. Le 1er juillet 2000, Sarah Payne, qui a 8 ans, se volatilise alors qu'elle est en train de jouer dehors, près de la maison de ses grands-parents, en pleine campagne anglaise. Ce cas de disparition qui débute assez banalement va faire la une des journaux, mobiliser les parents et l'Angleterre tout entière pour découvrir ce qui est arrivé à Sarah. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut à tous, c'est Max Guys. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler de disparition et plus précisément d'enlèvement. Vous l'aurez compris, c'est pas une fugue. Comme d'habitude dans les affaires anglaises, on a énormément d'images et de vidéos d'époque qui vont nous permettre de nous rendre compte à quel point la population anglaise s'est mobilisée pour retrouver Sarah. L'affaire est bien évidemment résolue, en bien ou en mal, vous découvrirez ça tout au long de cette HVF. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. La disparition. Notre histoire prend place aujourd'hui dans le village de Ferring, situé dans le West Sussex, au sud de l'Angleterre. À l'époque, Ferring compte environ 4000 habitants. Tous vivent dans de très belles maisons comme on peut le voir en se baladant un peu dans les rues via Google Maps, et le village est réputé comme étant très calme, sa population se composant principalement de familles et de retraités. C'est donc ici que Sarah, qui a 8 ans au moment des faits, passe le week-end avec ses frères et sœurs. Lee, 13 ans, Luke, 11 ans, et sa sœur Charlotte, qui a 6 ans. Tous sont chez leurs grands-parents, Terence et Leslie, qui voient assez peu leurs petits-enfants puisque la famille vit à plus d'1 heure de route de Ferring, donc ils viennent surtout en période de vacances scolaires. Il y a également leurs parents, Jane et Michael Payne. Bref, toute la petite famille est donc réunie pour un bon petit week-end chez mamie, à manger poulet frites et à regarder Walker Texas Ranger. On l'a tous fait. En ce beau samedi 1er juillet de l'an 2000, la famille a passé la journée à la plage, puis ils sont retournés à la maison. C'est alors que les enfants ont demandé s'ils pouvaient aller jouer dans le champ, situé littéralement devant la maison. Vous voyez, il suffit de traverser la route. Donc, aussi simple que de trouver du travail, selon Monsieur le Président. D'après les vidéos d'époque que j'ai pu trouver, j'ai réussi à délimiter la zone dans laquelle les enfants partent jouer avec l'accord de leur grand-mère. C'est dans ces champs qu'ils sont autorisés à aller. La zone est vaste, nous sommes en juillet et l'herbe est haute. Il est donc très facile de s'y perdre. Personnellement, ça m'est déjà arrivé quand j'étais petit. Il y avait un champ derrière chez moi et il suffit de marcher dedans pendant 1 minute pour ne plus savoir où on est. En plus, Sarah est avec ses frères et sœurs, donc des enfants ça bouge beaucoup et ça se perd facilement. On est donc en fin d'après-midi. Je n'ai pas trouvé l'heure exacte de la disparition de Sarah, mais je suppose qu'au vu de ce que j'ai pu lire, il est environ 17-18 heures lorsqu'elle décide de retourner à la maison de ses grands-parents. Pour ça, elle emprunte la route Kingston Lane, puisqu'ils ont beaucoup bougé dans le champ et les enfants ne sont plus si proches du domicile. Au moment où ses frères et sœurs la perdent de vue, Sarah sort du champ, arrive sur la route, puis se volatilise. Elle n'arrivera jamais chez ses grands-parents. Une dizaine de minutes plus tard, Lee, Luke et Charlotte retrouvent leurs grands-parents qui leur demandent pourquoi Sarah n'est pas avec eux. Et les enfants semblent assez étonnés puisqu'ils expliquent que Sarah est partie en première avec une avance d'environ 5 minutes. Jane, la mère de famille, comprend que ce n'est pas normal. Elle va sortir dehors, faire le chemin aller-retour jusqu'au champ, appeler sa fille, mais personne ne répond. En plus, l'endroit où vivent les grands-parents est désert. Si on regarde bien, on se rend compte que le champ est gigantesque et que, à part la maison des grands-parents sur la gauche, il n'y a pas grand-chose. La route Kingston Lane n'a aucun vis-à-vis. Donc, s'il s'est passé quelque chose, personne n'a rien vu. Après 30 minutes de recherche, Jane revient sans sa fille et appelle les secours. Une équipe de police se rend sur place et un enquêteur commence doucement à interroger les enfants. Peut-être qu'ils ont vu ou entendu quelque chose. Et c'est Lee, le garçon de 13 ans, qui va livrer un témoignage terrifiant. Il explique que Sarah est partie en première, qu'il l'a suivie d'assez près, mais qu'il l'a
perdu de vue pendant environ 1 à 2 minutes. Lorsqu'il est arrivé à son tour sur la route, il a aperçu au loin une camionnette blanche qui semblait arrêtée sur le bas-côté. Elle a redémarré, puis est partie. Il est assez facile d'imaginer l'état psychologique des parents et des grands-parents après ce témoignage. Tout le monde a compris, tout le monde sait ce qu'il s'est passé. Pourtant, la disparition de Sarah dans un premier temps ne sera pas qualifiée d'enlèvement, mais de disparition inquiétante. Et à cause de cette qualification, il faudra attendre 4 jours pour que les médias anglais s'intéressent à l'affaire. Mais heureusement, je vous l'assure, nos chers policiers anglais ne parleront pas de fugue. Des recherches sont lancées. Des recherches inquiétantes. Le soir même, la signalisation de Sarah est envoyée aux patrouilles. Certains policiers se rendent dans le champ avec leur lampe torche, refont le chemin qu'elle a emprunté, mais ils font ça par principe, pour ne pas être pessimiste. Certes, l'idée d'avoir vu une camionnette blanche, ça peut être une simple coïncidence, même si dans ce genre d'affaires, les coïncidences sont rares. Si demain votre voisin disparaît et que vous voyez sa femme sortir 5 gros sacs poubelles le jour du ramassage, inquiétez-vous. Le lendemain matin, la police anglaise déploie tous les moyens nécessaires pour retrouver Sarah. 150 agents sont envoyés sur place. 80 bénévoles qui apprennent la disparition de la petite viennent d'eux-mêmes fouiller les environs. Un hélicoptère est envoyé sur zone pour voir s'il n'y a pas quelque chose dans un champ. Des plongeurs fouillent le courant d'eau nommé Ferring Rive qui n'est qu'à quelques kilomètres du domicile des grands-parents. Comme on peut le voir sur les vidéos d'époque, le moindre buisson est fouillé. Des barrages routiers sont mis en place et dans les premières 24 heures, 2 hommes sont arrêtés. Alors les raisons de leur arrestation ne sont pas précisées dans les médias d'époque. Apparemment, c'était des marginaux qui ont eu le malheur de traîner dans la forêt le soir de la disparition de Sarah. Ils sont finalement relâchés. Malheureusement, les premiers jours de recherche ne donneront rien. Il va falloir attendre que sa disparition soit annoncée dans les médias pour que les choses bougent. Le 6 juillet 2000, une mère de famille appelle le commissariat de Ferring et explique que sa fille lui a avoué avoir été poursuivie par une camionnette blanche dans Little Hampton alors qu'elle faisait du vélo près de chez elle, ce qui confirmerait bel et bien la thèse de l'enlèvement. La fille a pu apercevoir le conducteur qui était selon elle barbu avec des cheveux bruns clairsemés. Oui bon, ça correspond à 70% des hommes de plus de 40 ans, mais c'est mieux que rien. Les parents de Sarah vont se mettre à parler aux médias qui commencent à débarquer sur le village de Ferring pour couvrir la disparition. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Sarah représente pour nous. Nous sommes une famille soudée et avons besoin d'elle à la maison. Elle est notre vie. Nous la surnommons même Petite Princesse. Et c'est exactement ce qu'elle est. Une petite fille douce. Elle adore les cours de danse. Elle adore la musique et aime se maquiller comme une femme. Elle est géniale. Les nuits sont longues, très longues. Je ne dors plus. Je m'effondre quand mon corps en a assez vers 3 heures du matin et puis je me lève vers 6 heures. Regarde Sarah, regarde tous ces gens qui te cherchent. Sarah, tu seras bientôt à la maison. Je te le promets. Quelqu'un va nous dire quelque chose. Les tristement célèbres affiches Missing sont imprimées. L'affaire prend de l'ampleur, mais plus les jours passent, moins il y a de chances pour que Sarah soit retrouvée en vie. Une reconstitution est même organisée sous l'œil des caméras et ce qui choque le plus, c'est le fait que Sarah ait été enlevée parce qu'elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Son frère la suivait de près, mais pour une raison quelconque, il a dû s'arrêter et Sarah a continué. Elle est sortie du champ, la camionnette s'est engagée dans le virage et en quelques secondes, Sarah avait disparu. Cette rapidité dans l'enlèvement fait dire aux enquêteurs que celui qui a fait ça est soit connu des services de police, il a peut-être déjà frappé et a peut-être même déjà fait de la prison, soit c'est un prédateur qui rôde depuis plusieurs années. 150 maisons de délinquants sexuels sont perquisitionnées. Les hangars, les garages, les abris de jardin de chacun d'entre eux sont fouillés par les enquêteurs et les équipes scientifiques. S'il y a chez l'un de ces hommes une trace même minuscule du passage de Sarah, ils le sauront. À ce stade, nous sommes déjà le 9 juillet, plus d'1 semaine après la disparition. 1000 agents sont désormais sur l'affaire pour tenter de retrouver Sarah Payne. Les ADN sont prélevés, les alibis vérifiés et aucun des hommes connus des services de police ne sera arrêté suite aux perquisitions. Ah là là, si toutes les polices du monde étaient aussi minutieuses que les Anglais, God save the Queen. Le 10 juillet, les enquêteurs reçoivent un nouveau témoignage disant que Sarah a été vue, mais surtout filmée par les caméras de surveillance d'une station-service située à Knutfort, ville à
4 heures de route de Ferring. Sur la vidéo, qui n'a pas été rendue publique, on y voit apparemment un homme portant un jean noir délavé, un blouson gris foncé et une chemise. Il semble avoir environ la trentaine et mesure 1,80 m. L'inconnu est bien avec une petite fille, mais à cause de la qualité vidéo, il est impossible pour les enquêteurs de dire s'il s'agit bien de Sarah Payne. Les recherches deviennent donc très inquiétantes. Si l'homme a fui dans le nord du pays, il faut contacter tous les commissariats et il faut afficher le visage de Sarah partout. Une chasse à l'homme débute alors à travers toute l'Angleterre. Les 1000 agents qui suivent l'affaire sont rejoints par 4000 autres collègues à travers le pays. Tous les journaux veulent leur propre vidéo du fameux champ dans lequel Sarah a disparu. Les parents sont suivis et filmés dans les locaux de police. Une fois de plus, la famille comprend que le meilleur moyen de retrouver Sarah est de faire en sorte que la pression médiatique ne faiblisse pas pour que son visage soit partout. Jane dira le 11 juillet: nous savons que vous l'aimez autant que nous. Bien sûr que vous l'aimez. C'est impossible de ne pas l'aimer. S'il vous plaît, rendez-la. Un portrait robot est publié par la police britannique qui demande à toute personne pensant reconnaître cet homme de se manifester. Le jour même de la publication, 4000 appels vont être reçus. Un homme sera arrêté, mais ça ne mènera à rien. Le 14 juillet, 13 jours après la disparition de Sarah, un article choc est publié dans le journal The Guardian avec comme titre « La famille de la fille disparue dit qu'elle est peut-être morte ». Un enquêteur explique « J'ai discuté avec la famille Payne d'un certain nombre d'options et l'une de ces options est que Sarah peut ne pas être retrouvée en bonne santé. La famille est réaliste. » Un agent de police municipale nommé Tony et âgé de 50 ans apportera un témoignage vraiment touchant. Il y a toujours cet espoir que vous puissiez être celui qui la retrouvera vivante. Étant moi-même père de famille, un événement comme celui-ci prend droit au cœur. Je peux imaginer ce que vivent les parents. J'étais là dimanche pour fouiller la région. Nous avons marché péniblement à travers les champs, le long des chemins de campagne. Le soutien de la population est fantastique. Quand nous avons fouillé le champ de maïs, on ne pouvait même pas voir la fin de la ligne de recherche. J'ai été impliqué dans diverses enquêtes, mais celle-ci est différente. Nous ne savons presque rien. C'est dur, mais le but ultime est de la retrouver. Le 17 juillet, à 11h du matin, un ouvrier agricole nommé Coleman se balade dans un champ près de Little Hampton. Il aperçoit alors une masse informe qu'il pense être un cerf. C'est en réalité un corps dénudé qui est ici depuis plusieurs jours. L'annonce nationale. Lorsqu'ils reçoivent l'appel de l'ouvrier agricole, les enquêteurs savent. Ils déploient l'équipe scientifique et bouclent la zone. Les premières expertises parlent d'une fille dénudée qui est là depuis plus de 15 jours et l'état de son corps ne permet pas de savoir les violences qu'elle a subies ni la cause de la mort. Mais au vu de ce qu'il reste de son visage, la nouvelle tombe. Le corps est celui de Sarah Payne, qui avait 8 ans. Elle a été assassinée dans les heures qui ont suivi sa disparition. Toute la famille est avertie de la découverte. L'espoir s'effondre. En signe d'hommage, des centaines de bouquets seront déposés. Face à la presse, quelques jours plus tard, Jane et Michael Payne s'exprimeront en disant « Notre famille est dévastée. Tout cela est insensé. Prendre une petite fille comme ça pour une raison quelconque, faire ça à quelqu'un et nous regarder traverser tout ça. Qui que ce soit, il doit être attrapé et arrêté. Nous avons encore besoin d'informations sur cette camionnette blanche. Nous ne pouvons même pas la voir. C'est trop dur. Ce n'est pas notre Sarah. Nous n'avons pas pu lui dire au revoir. C'est tellement injuste. » Mais dans toute cette horreur, celui qui a fait ça a commis une erreur. Il a oublié une chaussure appartenant à Sarah qui sera retrouvée dans les environs. Si cette chaussure contient l'ADN du coupable, il suffira simplement, si un suspect est arrêté, de comparer. D'ailleurs, bon, ça n'a rien à voir, mais j'ai pas trouvé de transition pour vous en parler, mais on pourrait croire que en pleine pampa, là où a été retrouvée Sarah, bien, il n'y avait personne, aucun voisin n'a pu entendre les cris de la jeune fille au moment de son meurtre. Eh bien, pas du tout, puisque le soir de l'enlèvement, qui est également le soir de sa mort, il y avait un groupe de 4 campeurs dans la forêt qui viendront témoigner plus tard en disant « Mais oui,
Mais bien sûr que oui. Ce jour-là, on a entendu des cris, des hurlements pendant plusieurs minutes, ça nous a fait vachement peur, et puis après, on est retourné au camping et on a discuté entre nous. Alors ça ne veut pas dire que ce soir-là, Sarah aurait pu être sauvée le temps que le groupe de 4 personnes se déplace, mais ça aurait peut-être évité de lancer des énormes recherches alors que le corps de la petite fille n'était qu'à quelques kilomètres de chez ses grands-parents. Et honnêtement, au vu de la campagne de recherche massive qui a été mise en place, je pense que le groupe d'amis ne s'est pas manifesté avant la découverte du corps, parce qu'au fond, ils avaient honte. Les obsèques sont organisées publiquement. La chasse débute. Les enquêteurs ne cherchent donc plus à sauver Sarah, bon ça vous l'avez compris de vous-même, mais ils cherchent un coupable. Dans un premier temps, de nouveaux barrages routiers sont mis en place. Des appels à témoins sont faits et des panneaux sont mis par la famille le long des routes puisque Jane et Michael le savent. Ils ont retrouvé leur fille et peu à peu, la pression médiatique va s'affaiblir. Ils ne veulent pas que l'affaire Sarah Payne devienne un cold case. Le mardi 25 juillet 2000, une course-poursuite s'engage avec un homme refusant de s'arrêter à un barrage routier. Après plusieurs minutes de filature, la voiture termine dans un fossé et l'homme est arrêté. Sur le moment, son nom n'est pas révélé. Il est actuellement SDF et, petite coïncidence troublante, il est connu des services de police pour des faits d'abus sur enfants. Il avait d'ailleurs été interrogé dans le cadre de la disparition de Sarah, mais ça n'avait rien donné. Pour ce vol de voiture et cette course-poursuite, il fera quelques jours de prison. Le 31 juillet, ce même homme est arrêté et placé en garde à vue. En effet, les enquêteurs ont découvert qu'il avait une camionnette blanche. Bon, ça aurait été bien de le découvrir avant, mais vaut mieux tard que jamais. Ce sont 20 experts scientifiques qui, pendant 2 jours complets, le temps de la garde à vue, vont inspecter de fond en comble la camionnette. Regarder à la loupe chaque recoin, chaque vêtement, chaque bout de crasse, et ils vont trouver une chose, une minuscule chose sur un t-shirt rouge délavé, un cheveu blond. Malheureusement, l'analyse de ce seul cheveu va demander plusieurs mois. Lorsque les enquêteurs demandent à l'homme ce qu'il faisait le soir et la nuit de la disparition de Sarah, il explique qu'il était à une fête foraine dans un village voisin, à l'opposé total de là où a été retrouvée Sarah. Mais il ment. Dans sa camionnette, un ticket de carte bancaire prouve qu'il a mis de l'essence proche de la zone dans laquelle le corps a été retrouvé. Faute de preuves scientifiques, il est libéré, mais son nom fuite. Un prédateur en liberté. L'homme arrêté puis remis en liberté s'appelle Roy Wising. Il a 41 ans au moment des faits. Voici son visage. Bon, vous savez que dans les HVF, on essaie de juger le moins possible parce qu'il y a des gens un petit peu tendus qui nous regardent et qui auraient même peut-être besoin d'une petite tisane. Mais on est d'accord, il a une tête de méchant. Là, faut fouiller sa cave, faut faire quelque chose. Et je dis pas ça par délit de faciès, puisque le 4 mars 1995, Roy a enlevé une fille de 9 ans, qu'il a attrapée alors qu'elle rentrait chez elle, il l'a mise dans son coffre, s'est garé dans un endroit désert, puis a abusé d'elle avant de l'abandonner, vivante. Il a été arrêté par la suite car la description de son véhicule n'était pas banale. Les enquêteurs de l'époque recherchaient une Ford Sierra rouge avec un autocollant Bart Simpson. C'est l'un de ses voisins qui l'a dénoncé puisque, comme par hasard, quelques jours après l'agression, Roy a revendu ce véhicule. Pas malin. Arrêté, il a avoué et a été condamné à, tenez-vous bien, 4 ans de prison. 4 années de prison puisque le juge a considéré que Roy avait fait une bêtise qu'il avait assumée en plaidant coupable. Sur ces 4 ans de prison, il n'en fera que 2, puis ressortira. Bravo la justice, on n'a rien pu faire, surtout lorsqu'on sait qu'avant de sortir, Roy a été vu par un psychiatre qui l'a décrit comme très dangereux et il a même précisé dans son rapport que la prochaine fois que Roy frapperait et enlèverait quelqu'un, il ne laisserait personne en vie. Le souci dans ce genre d'affaires, c'est qu'il est très difficile de condamner sans témoin et sans preuve scientifique, puisque dans la majorité de ce genre de cas, le crime est connu par un proche qui finit par avoir des remords, de la pitié, qui finit par avoir honte. Mais là, on parle de gens complètement extérieurs à la famille, qui ne les connaît pas, qui ne connaît personne. Donc voir les parents pleurer à la télé, ça ne lui fait rien. Il n'a aucune empathie et n'a aucune raison de se rendre de lui-même. Il suffit d'une simple recherche sur internet pour découvrir qu'il existe des dizaines de meurtres de jeunes filles non résolus depuis des dizaines d'années. Celui de Kate Bushell par exemple, qui avait 14 ans, retrouvée assassinée en novembre 1997 alors qu'elle promenait
promener son chien dans un chemin de terre près de chez elle. C'est son père qui a découvert son corps en partant à sa recherche, voyant que sa fille ne revenait pas. Son meurtrier n'a jamais été arrêté. Il n'a laissé aucune trace. Et aujourd'hui, l'homme qui lui a fait ça est libre. Il habite quelque part, a des amis et peut-être même une famille. Sachant que la mort de Kate est loin d'être un cas isolé. À la même époque, ce sont 2 autres femmes qui ont été poignardées en promenant leur chien. Helen Fleet qui avait 66 ans et Lynn Bryant qui avait 41 ans. Ces meurtres n'ont jamais été résolus. Donc on peut facilement comprendre pourquoi les enquêteurs veulent laisser Roy en liberté le temps que les analyses ADN faites sur le cheveu reviennent. Le 21 novembre 2000, la robe bleue que portait Sarah au moment de sa disparition est découverte. Elle était cachée dans un buisson près du champ dans lequel le corps a été découvert. Il y a également sa 2e chaussure, et le tout est envoyé aux experts scientifiques pour tenter d'extraire l'ADN qui pourrait appartenir au coupable. L'analyse tombe. Le 6 février 2001, 7 mois après le meurtre de Sarah Payne, les analyses ADN sont formelles. Le cheveu retrouvé sur le pull de Roy Whiting est celui de Sarah Payne. Mais pire encore, des fibres qui ont été retrouvées sur sa robe et ses chaussures correspondent à l'intérieur de la camionnette de Roy. La petite fille est montée dans cette camionnette et Roy connaît la vérité. Entre-temps, l'homme a changé de coupe de cheveux pour ne pas être reconnu depuis sa première inculpation. Même s'il se dit innocent, un procès est mis en place. Il débute en novembre 2001 et Roy va choisir de plaider non coupable. Il n'a rien fait et ne sait pas pourquoi le cheveu de Sarah s'est retrouvé sur son pull qui a été retrouvé à l'intérieur de sa camionnette. Le procès va durer 4 semaines. Ça peut paraître très long au vu des preuves, mais nous sommes en 2001 et il faut bien expliquer au jury qui doit se prononcer que l'ADN est une source très fiable, qu'on ne parle pas simplement d'un cheveu blond qui, comme par hasard, est retrouvé sur un pull. On parle de science et de vraies preuves. Ce cheveu est bien identifié comme étant celui de Sarah. Donc, si elle a été dans cette camionnette, Roy est forcément coupable. Qu'il l'ait tuée ou non, il a quelque chose à voir dans cette affaire. De nouveaux éléments vont apparaître au procès puisque les enquêteurs ont découvert à l'intérieur de la camionnette un couteau, une corde et de l'huile permettant de servir de lubrifiant. Mais les avocats de Roy ont une ligne de défense solide, puisque depuis le début, l'homme nie les faits. Mais pire encore, les avocats vont expliquer que le cheveu retrouvé sur le pull de Roy est sûrement celui de Sarah, puisque l'ADN l'a dit. Mais le pull a pu être contaminé par ce cheveu pendant le transport. Je vous explique. En gros, le pull de Roy a été mis dans un sachet. Ce sachet a été mis dans un colis et dans ce même colis, on a mis une brosse à cheveux appartenant à Sarah. Bien sûr, cette brosse, on l'a également mis dans un plastique et on a mis le tout dans un colis. Donc les avocats considèrent qu'un cheveu de Sarah a très bien pu partir de la brosse, sortir du plastique pendant le transport, entrer dans le sac plastique du pull et se déposer justement sur le pull. Alors on y croit ou on n'y croit pas, mais effectivement mettre tous ces éléments dans un même colis, c'est un peu donner le bâton pour se faire battre. Attention, ne battez personne. L'avocate de Roy s'exprimera en disant « La gestion policière a été malheureuse et incompétente. Il est tout à fait impossible pour vous d'être sûr que le cheveu sur le suite ne soit pas là en raison de la contamination. Le seul moyen juste et sûr d'utiliser cette preuve est de l'ignorer totalement. » Un témoin viendra s'exprimer en disant qu'il a vu Roy, le week-end de la disparition de Sarah, changer l'intérieur de sa camionnette. Vous savez, pour ceux qui ont déjà loué une espèce de camionnette pour déménager par exemple, l'intérieur est rempli de plaques en bois que l'on peut facilement dévisser et changer. Eh bien, ce sont ces plaques que Roy aurait apparemment changées. Mais une fois de plus, il nie. Le 12 décembre 2001, le verdict tombe. Roy Whiting est reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre de Sarah Payne. Il est condamné à une peine de prison à vie. Au moment de sa condamnation, son passé ressurgit dans la presse. Ces 4 années de prison qui se sont transformées en 2 ans. L'enlèvement, l'agression. L'Angleterre est sous le choc, mais n'est pas au bout de ses surprises, puisque les juges vont mettre sur cette peine de prison à vie une période de sûreté de 50 ans, qui par la suite sera réduite à 40. Traduction, Roy pourra sortir de prison en 2041. Il aura 82 ans. À l'annonce du verdict, Jane et Michael s'exprimeront en disant « Cela ne nous rend pas heureux, mais justice a été rendue.
Sarah peut reposer en paix maintenant. Assurons-nous que cela cesse de se produire encore et encore. Les enquêteurs sont avec nous depuis 17 mois. Sans eux, nous n'aurions pas su traverser tout cela. Les parents de Sarah se sont battus par la suite pour faire adopter la loi Sarah Payne qui oblige aujourd'hui les autorités à divulguer le nom des délinquants sexuels connus dans chaque région d'Angleterre sur demande de n'importe quel citoyen. Malheureusement, après cette affaire, Michael le père est tombé dans la dépression et l'alcool. Jane a fini par demander le divorce. En 2004, Roy a finalement reconnu avoir enlevé et tué Sarah et d'après mes recherches et les témoignages que j'ai pu trouver, il vit un enfer en prison, se faisant régulièrement tabasser et a survécu à plusieurs tentatives de meurtre. Michael Payne est décédé le 30 octobre 2000, il ne s'est jamais remis de la mort de sa petite fille, se sentant coupable de ne pas avoir su la protéger. Ses enfants, Charlotte, Lee et Luke, lui rendront hommage sur Facebook en disant « Nous avons le cœur brisé. Peu importe ce qui s'est passé et le nombre d'erreurs que nous avons tous commises, tu seras toujours notre papa. Tu avais tes démons et tes ennuis, mais tu avais un bon cœur. Tu étais un homme honnête. Tu nous manqueras. » En janvier 2002, un certain Christopher Branscombe, âgé de 21 ans, a été arrêté après avoir piraté un ordinateur contenant des photos du corps de Sarah. Il a par la suite tenté de les revendre et il a été condamné à 1 an de prison. Aujourd'hui, Jane Payne a rejoint plusieurs associations qui aident les enfants victimes d'abus. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez Sarah en commentaire. J'espère que cette affaire vous aura plu, entre guillemets, même si je pense qu'elle vous a pas mal révolté, tout comme moi quand je l'ai écrit. Bref, c'était Max Guys, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, de me suivre sur Twitter, Instagram et Twitch, j'y suis très actif partout. Et puis, bye!